Oui, oui, c'est aussi simple que des histoires basiques à la Rambo ou tout ça. C'est un type qui a subi une terrible injustice, on lui a arraché la peau et il veut se venger. Donc dit comme ça, en fait c'est un album brutal parce que j'avais envie de plaisir de dessin, j'avais envie de mise en page très, très visuelle, très provocante et j'essaie de revenir aux choses les plus imbéciles et les plus puissantes qu'on a en bande dessinée, c'est-à-dire le sexe et la violence. C'est comme si tout d'un coup j'essayais d'oublier tout ce qu'on a inventé depuis 20 ans en bande dessinée et si je revenais à Metal Hurlant ou aux albums de Rank Xerox ou aux BD les plus violentes de Frank Miller il y a une envie de décortiquer un peu comme ça la grammaire du récit de genre et d'éteindre le cerveau en ce qui concerne le propos, parce que le propos de cette bande dessinée c'est des filles, des soldats, des crocodiles qui mangent les gens, des massacres. Et en même temps, je crois que éteindre ça, ça permet d'ouvrir des possibilités graphiques ou des choses de joie, de régression, d'intimité aussi, parce qu'on on dit, plus on essaye d'être idiot, plus on dévoile des choses sur soi, je crois. C'est pas pour rigoler, c'est un truc, ça me tenait beaucoup à cœur de faire ça en ce moment. Euh, Peut-être aussi ça a quelque chose d'un manifeste parce que très souvent on a le sentiment d'être mal compris et je peux entendre beaucoup de gens qui parfois se font soi-disant l'avocat de mon travail ou l'avocat du travail de mes copains et qui tiennent un discours très prétentieux, qui regarde tout le monde de haut et dans lequel je ne me reconnais pas. C'est-à-dire, moi je peux être orgueilleux, je peux être comme Tartarin de Tarascon ou ce qu'on voudra, mais il y a une joie dans les bandes dessinées que je voudrais pas perdre. Et il y a toute une exégèse autour du travail de bande dessinée qui peut assassiner cette joie. Donc revenir au type avec des flingues, aux filles en mini-short et aux crocodiles, ça me semble intéressant. J'essayais de trouver un nom qui évoquait tout ça, donc ça s'est appelé Tokyo parce il y avait Fukushima au moment où je dessinais ça, et mon coloriste habite à Tokyo, donc ça s'est un petit peu imposé. Et là aussi, je voulais pas être nostalgique ou romantique ou quoi, je me suis dit, ok, je vais dessiner une nana qui ressemble au pin-up de maintenant, qui m'intéresse absolument pas. Une espèce de Rihanna, on dit qu'elle vient des Barbades, personne ne sait où c'est les Barbades. Alors là, j'ai fait une espèce de Rihanna, donc elle a les cheveux rouges, elle a la peau sombre, elle a des grands yeux bleus, elle a les yeux bridés, on ne sait pas d'où elle vient, et c'est l'héroïne, mais parmi tout un truc. Et c'est venu au moment où j'étais coincé dans plusieurs films. Donc les filles en photographie, ça raconte un peu comment le cinéma vient me compliquer ma vie de dessinateur. Donc de manière très très consciente, j'ai fait intervenir ces photographies qui disent comment ça me complique la vie. Comment est-ce que j'arrive à... C'est pas vraiment du roman photo, mais il y a des personnages de roman photo qui se sont échappés et qui viennent mettre le bordel dans cette histoire-là. Et ça dit beaucoup ce qui se passe dans ma tête. On est tellement impressionné de voir des vraies comédiennes, de les photographier, de les filmer, que revenir au dessin ensuite, ça fait un conflit dans le crâne. On n'écrit plus pareil les dialogues. Donc là, dans le premier volume, on voit les photographies apparaître dans la fin de l'album. Petit à petit, il y a quelques filles comme ça qui s'échappent. Et le deuxième volume est presque intégralement composé de photographies. C'est-à-dire dans le deuxième volume, il y aura des moments où les personnages en dessin, au contraire, deviennent minoritaires dans la page. Donc ça nous fait passer dans un autre monde. Et moi, ça m'amuse beaucoup d'inventer des contraintes techniques comme ça pour une histoire qui est imbécile, qui est une histoire de bagarre et de poursuite, mais la mise en œuvre de ça, c'est extrêmement complexe. Ça a voulu dire faire un vrai tournage de 3 jours avec Philippe Charlot derrière son appareil photo, avec des comédiennes qui ont dû apprendre à jouer mal, parce que jouer pour du roman photo, c'est forcément avoir des expressions outrées, c'est forcément quand on a peur, avoir peur comme ça. Et pas faire ça au second degré, il n'y a jamais de second degré. C'est imbécile, c'est brutal, c'est une BD de drogué, mais c'est pas du second degré. C'est pas je regarde avec délectation des choses dont je suis nostalgique, c'est est-ce qu'il y a un équivalent en bande dessinée au trash metal ou au rock le plus extrême? Est-ce qu'on peut trouver cette joie-là quand il y a le Hellfest en ce moment? Est-ce qu'on peut faire le Hellfest des bandes dessinées ou revenir à des films d'horreur que je regardais quand j'étais petit mais pas avec c'était mieux avant, avec l'idée ok cette brutalité-là elle me manque, je vais la mettre dans mon livre. Oui, il y a une référence omniprésente chez moi, c'est les films de la Hammer et les films de Corman, qui ont un point en commun d'être d'excellents films, faits très vite, avec aucun budget, et avec
des objectifs simples, faire peur, mettre mal à l'aise, faire vomir, tout ce qu'on voit comme ça, je me sens très très heureux là-dedans. Les bandes dessinées d'horreur, les EC Comics que je lisais quand j'étais gamin, qui étaient traduits en France sous le terme Il est minuit l'heure des sorcières ou des trucs comme ça, donc toujours pareil, ça devait faire peur, ça devait être presque idiot, mais en même temps c'est très, très agressif, donc ça m'intéresse, ça c'est une vraie grosse référence, c'est une manière de faire aussi, c'est dire on va faire simple. Non, il y a pas de limite, mais c'est pas du tout pornographique, bizarrement. C'est-à-dire que les filles que je prends en photo sont jamais toutes nues. D'abord parce que c'est des copines et j'ai pas envie de les voir toutes nues, et ensuite parce que c'est pas pornographique, c'est plus gore, c'est plus grossier, parce que les personnages utilisent un langage grossier. Une chose que j'ai beaucoup en tête en travaillant aussi, c'est les bandes dessinées de Richard Corben, quand il faisait 10 manteaux, quand il faisait Monde Mutant. C'était toujours des histoires avec des bonhommes qui se dévoraient ou qui mouraient, ou tout était radioactif ou quoi. Et il y avait un malaise là-dedans. J'essaie de retrouver le sentiment que j'avais quand j'étais petit et que je lisais des BD pour adultes et que j'y comprenais rien. Voilà, ça j'essaie de trouver. Des limites, non, mais les personnages sont pas méchants, ils sont monstrueux, donc ils peuvent s'assassiner, ils peuvent se dévorer, ils peuvent tout ça. Mais comme quand il y a un massacre, je m'identifie toujours plutôt à la victime, je suis pas sadique, je suis plus, ça dit plus un désarroi, une panique, une terreur. Quand Stephen King dit qu'il y a une éthique dans l'horreur, je crois qu'elle consiste plus ou moins à s'identifier à la victime plutôt qu'au meurtrier. Donc ça je suis beaucoup là-dedans. Je fais ce genre de récit par terreur, je le fais pas par sadisme. A priori, c'est pas une série, c'est 2 volumes, puisque j'ai écrit jusqu'à la fin, et le deuxième volume est en préparation et comportera à peu près autant de pages que le premier. Mais là, avant de le faire, je vais faire le deuxième tome des Lumières de la France. Parce que comme c'est 2 styles différents, j'aime pas faire 2 fois de suite le même genre de dessin, donc là, les Lumières, c'était 18e siècle français, hop, je suis passé à Tokyo, je vais faire le deuxième tome. Les Lumières, c'est en 3 volumes, et Tokyo, c'est en 2. Parce que comme je sais que mes lecteurs me reprochent beaucoup de jamais finir mes séries, maintenant je fais plus des séries à rallonge, je dis dès le début, ok, c'est 2 livres ou c'est 3 livres. Donc là, les Lumières, c'est 3 livres, et Tokyo, c'est 2 livres. C'est n'importe quoi. Alors, la banane, c'est venu du fait que tout le monde se gargarise de notre proximité avec les chimpanzés et les bonobos parce qu'ils ont 99% de gènes communs avec nous. Et quand j'étais en Écosse, dans les jardins de la Reine, il y avait une exposition sur toutes sortes de végétaux. Et il y avait une exposition sur la banane. Et ils expliquaient que la banane est un des êtres les plus proches biologiquement de nous. La banane a, je crois, 90% de gènes communs avec l'être humain. Et ça, je trouvais que c'était un truc génétique formidable. Donc je me suis dit qu'en modifiant génétiquement une banane, on pourrait avoir une espèce de sextoy tout mou, tout sympa. On a quand même beaucoup envie que l'homme soit comme la nana dans les années 60, c'est-à-dire que ça doit être un sextoy qui ferme sa gueule, quoi, le mec en ce moment. Et c'est une ambition assez noble d'ailleurs chez un garçon de vouloir être ça. Donc la banane génétiquement modifiée, c'est le mec idéal. Si on peut le mettre dans son sac à main, il est pas chiant, il baise ou pas, il est toujours de bonne humeur et il sait tripoter, donc il est formidable.